Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on? Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les limites du PIB. Les objectifs, c'est tout d'abord de savoir que le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des inégalités de revenus, également de connaître les principales limites écologiques de la croissance. La croissance est un concept central en économie puisqu'elle est à l'origine de la distribution des revenus, de la création d'emplois, de l'amélioration du niveau de vie des populations. Pourtant, c'est un indicateur qui est loin d'être parfait. Un exemple, si vous êtes bloqué dans un embouteillage, vous contribuez à la croissance économique. Nous allons aborder dans cette dernière séquence sur la production des richesses les limites de l'indicateur de mesure des richesses, le PIB, et également les limites écologiques de notre mode de production des richesses. Tout d'abord, pour la sensibilisation, vous avez dû écouter l'interview d'Anne-Marie Delatte, une économiste, qui répondait à la question suivante: la croissance est-elle nécessaire? La croissance est nécessaire pour permettre d'une part l'accroissement du niveau de vie de la population, et en particulier lorsque le nombre d'habitants progresse. Si on produit la même quantité de richesse une année sur l'autre et que la population augmente, le PIB par habitant va tout logiquement diminuer. Donc nous avons besoin de créer plus de richesses si la population augmente pour ne pas appauvrir la population. En même temps, il y a tout de même des effets négatifs à la croissance. Alors quels sont les deux effets négatifs qui ont été mis en évidence? C'est d'une part le creusement des inégalités, ça c'est un premier effet qui s'aggrave depuis les années 80. Certaines populations profitent plus de la croissance que d'autres. On peut évoquer par exemple les inégalités entre les pays du Nord et ceux du Sud, et on peut aussi évoquer les inégalités au sein même des pays, au Sud comme au Nord. Il y a dans tous les pays une large partie de la population parfois qui vit en dessous de seuil de pauvreté. Deuxième effet, c'est l'effet sur la planète. La dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique en sont deux principales manifestations. Quelles solutions proposer pour éviter ces effets négatifs? Des économistes, prix Nobel notamment, évoquent la nécessité de mettre en place une taxe carbone dans tous les pays. Nous avons vu en France, par exemple, qu'il est difficile d'introduire une nouvelle fiscalité. À plusieurs reprises, il y a eu des tentatives, mais ça s'est soldé par des échecs suite à une mobilisation de la rue, un mécontentement collectif qui se sont exprimés par exemple avec les bonnets rouges ou plus récemment les gilets jaunes. Nous pouvons également changer le mode de redistribution des richesses avec une fiscalité plus redistributive, des plus riches vers les plus pauvres. Il existe d'autres courants de pensée en économie qui vont encore plus loin. C'est le cas par exemple de la théorie de la décroissance qui préconise de réduire la production de biens et de services afin de préserver l'environnement. Donc cette théorie de la décroissance remet en cause tout notre système de production et de consommation. Le PIB ne prend pas en compte les inégalités. C'est la première limite sur laquelle nous allons nous arrêter. Ici, nous avons deux graphiques qui représentent en parallèle la répartition du PIB mondial et la répartition de la population. Population et richesse ne sont pas répartis équitablement. Les États-Unis et l'Europe représentent moins de 15% de la population mondiale, mais pourtant, ils représentent à eux seuls la moitié des richesses produites. En Asie, c'est le continent qui a le plus de population, presque 60% de la population mondiale. Donc certes, il y a des pays locomotives au terme de création de richesses, le Japon, bien sûr, et aussi la Chine et l'Inde, mais c'est pourtant le continent qui a le plus de pauvres. Arrêtons-nous maintenant sur quelques pays en particulier. Nous allons comparer ici la part des revenus des 10% les plus aisés, ainsi que le PIB par habitant dans 4 pays, la Chine, les États-Unis, le Brésil et le Danemark. Tout d'abord, comparons la richesse par habitant des différents pays. Nous pouvons établir deux groupes de pays, ensemble la Chine et le Brésil, qui ont un PIB par habitant proche, 8 826 $ pour l'un, 9 821 $ pour l'autre. Et deuxième groupe de pays, les USA et le Danemark, qui sont aux alentours de 55 000 $ par habitant. Pourtant, les situations entre ces pays sont différentes. On observe quand on regarde la part
des revenus détenus par les 10% les plus aisés, eh bien que la situation aux États-Unis est assez inégalitaire, puisque les 10% des Américains les plus riches détenaient à eux seuls 47% des richesses, soit presque la moitié. De ce point de vue, la situation au Danemark est beaucoup moins inégalitaire, puisque les 10% des plus aisés détiennent 24% des richesses, et donc les 90% de la population qui reste se partagent les 75% restants. Au Brésil, la situation est également très inégalitaire, puisque les 10% des plus riches détiennent plus de la moitié des richesses. J'en profite pour faire un petit point méthode par rapport à ce document. Comment calcule-t-on le PIB par habitant ? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins d'une moyenne. Nous prenons le PIB d'un pays pour une année donnée et nous le divisons par le nombre d'habitants dans ce pays. Donc c'est une moyenne, par conséquent elle a des limites, elle ne permet pas de rendre compte des écarts entre les plus riches et les plus pauvres au sein d'un même pays. Quelles sont maintenant les limites écologiques de la croissance ? Là, je vous ai donné deux documents, la présentation d'un film documentaire Anthropocène, l'époque humaine, et également un texte de Jean Gadret, Le PIB nous mène dans l'impasse. Peut-être connaissez-vous le film documentaire Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, qui évoque aussi les limites écologiques de la croissance et qui pose la question d'une remise en question de nos modes de production et de consommation. Alors, quelles sont les limites écologiques de la croissance ? Tout d'abord, pourquoi le PIB ne prend-il pas en compte ce qui est gratuit ? Nous avons vu précédemment, au début de ce chapitre, que le PIB est évalué à partir de ce qu'est la production pour les économistes. Par conséquent, c'est la production marchande et la production non marchande exclusivement. Nous excluons du calcul du PIB toutes les activités gratuites comme le bénévolat ou le travail domestique. Pourquoi le fait de détruire des forêts, d'exploiter des mines, par exemple, peut-il augmenter le PIB ? La déforestation vise le plus souvent à étendre des surfaces cultivables qui rapportent de l'argent à l'exportation, pour planter du soja, pour planter des avocatiers, des palmiers pour son huile, pour fabriquer les pâtes chocolatées par exemple. Il y a également l'exploitation de bois exotiques pour fabriquer des meubles, pour fabriquer des terrasses. L'exploitation des mines est également nécessaire pour fabriquer quantité de produits industriels. Si on prend uniquement l'exemple du téléphone portable, on a besoin de différents minerais ou de métaux précieux comme l'argent, le cuivre, l'étain, l'or, la platine, le tantal, le tungstène, etc., etc. Au passage, très souvent, ces activités posent également des problèmes éthiques concernant les conditions d'exploitation de ces minerais ou de ces métaux, puisque les conditions de travail des populations sont souvent déplorables. Néanmoins, toutes ces activités sont des activités dites marchandes qui contribuent à faire augmenter le PIB. Au terme de l'étude de ces documents, peut-on dire que le PIB est un bon indicateur de bien-être de la population ? Nous l'avons remarqué, le PIB est avant tout un indicateur quantitatif qui mesure la production des richesses sans tenir compte de la qualité de vie des populations. Rappelez-vous, en introduction, j'évoquais le fait d'être bloqué dans un embouteillage qui contribue à faire augmenter le PIB. Et pourtant, les gaz d'échappement contribuent également à davantage de pollution. Par conséquent, le PIB augmente quand on doit réparer les dégâts qui sont provoqués par les activités humaines de production et surtout, il ne prend pas en compte l'épuisement des ressources qui se répercutera sur le bien-être des générations futures. Il existe des indicateurs complémentaires qui donnent un meilleur aperçu des conditions de vie des populations. Parmi eux, vous connaissez déjà l'IDH, l'indice de développement humain. Il y a également l'indice de pauvreté humaine et d'autres indicateurs également plus qualitatifs. Un exercice bilan pour terminer. Complétez les deux côtés du schéma avec les éléments suivants. Donc, qu'est-ce qui contribue à faire augmenter le PIB et qu'est-ce qui ne l'affecte pas ? Voici le corrigé. Donc, ce qui ne l'affecte pas, c'est le bien-être procuré par l'amitié, la sécurité, l'amour, la dégradation de l'environnement, le travail domestique, les activités illégales et souterraines, même si depuis peu en Europe, on a inclus dans le PIB les montants concernant les trafics de drogue.
Le PIB n'est pas non plus affecté par les inégalités et il ne mesure pas le travail bénévole et tout ce qui contribue à créer ou à entretenir le lien social. Par contre, ce qui le fait augmenter, c'est par exemple la prise en charge des maladies chroniques. Il y en a beaucoup qui sont liées à la pollution, les prises en charge de dépression, de tabagisme, l'industrie de l'armement, les activités de réparation des dégradations sur l'environnement, les conséquences des catastrophes naturelles, des accidents, la déforestation qu'on a évoquée tout à l'heure, aussi les activités du marché financier qui permettent parfois aussi de développer la spéculation. Toutes ces activités ont pour effet de faire augmenter le PIB. Petite synthèse, le PIB est donc un indicateur qui comporte des limites. C'est un indicateur quantitatif et non pas qualitatif, il ne mesure pas la qualité de vie. Le PIB par habitant est une moyenne qui ne tient pas compte non plus des inégalités de revenus. Par ailleurs, la croissance économique présente des limites écologiques, épuisement des ressources naturelles, renouvelables, non renouvelables, émissions de gaz à effet de serre, réchauffement climatique et atteinte à la biodiversité. Pour prolonger la réflexion et faire le lien avec la crise que nous vivons actuellement, pour beaucoup d'économistes, de philosophes, de penseurs, cette crise qui a de graves répercussions sur l'économie est peut-être l'occasion de repenser totalement notre modèle économique en prenant en compte cette urgence climatique. Un économiste, Daniel Lang, évoquait le fait qu'après 2008, pire crise du capitalisme après celle de 1929, on est reparti comme si de rien n'était. Il faut maintenant investir dans la transition écologique, ce qui suppose une remise en question de notre modèle de consommation et de production.